Bienvenue dans Vision, votre rendez-vous hebdomadaire en direct comme chaque lundi à 21h sur Canal Algérie. Ce soir, nous vous emmenons au cœur d'un événement d'envergure internationale, les assemblées annuelles 2025 de la Banque islamique de développement qui se tiennent à Alger du 19 au 22 mai sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Un rendez-vous stratégique qui réunit les décideurs économiques, financiers et politiques du monde islamique autour de grandes questions de développement durable, d'investissement et de coopération. Pourquoi ce choix de l'Algérie pour abriter cet événement? Quels sont les enjeux pour notre économie et son rayonnement régional? Et comment cette rencontre peut-elle être un levier de croissance et d'innovation pour notre pays? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec nos invités. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous M. Mazari. Monsieur Mazari, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous aurons également avec nous M. Mohamed Achir, notre consultant. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Et puis également notre consultant, M. Soufi. Bonsoir et merci d'être là ce soir. Merci à vous. Alors, nous allons bien sûr parler de cette rencontre qui se tient à Alger, mais avant cela, je voudrais bien faire un peu de pédagogie, si vous permettez, M. Mazari, et essayer d'expliquer aux téléspectateurs qui peut-être ne savent pas grand-chose sur la finance islamique. Quand on parle de finance islamique, on entend quoi par ce mot? Alors, d'abord, c'est une finance qui est apparue à peu près à la fin des années 60, début des années 70. Elle a émergé plutôt dans les pays du sud-est asiatique et puis s'est développée au Moyen-Orient pour se propager un peu dans la quasi-totalité des pays dits musulmans. Et elle se retrouve également à partir des années 90, même au sein de pays occidentaux, notamment en Amérique du Nord, mais également en Asie, en Europe. Alors, c'est une finance, d'ailleurs, l'appellation de finance islamique est une appellation anglo-saxonne. On l'appelle finance islamique parce que c'est la finance qui a été développée à partir des principes de la religion islamique. Et donc, c'est une finance qui repose un peu sur les principes et les enseignements donc, de la religion islamique en termes de transactions. Elle s'appuie principalement sur une des sciences donc, de la religion islamique qui est la science de la jurisprudence, donc des transactionnels ou des transactions, fiqh al-mu'amalat, et qui tire un peu disons ces principes à partir d'un certain nombre de versets coraniques et de hadiths, mais également de la pratique qu'il y avait pendant une douzaine ou 13 siècles avant l'émergence de cette finance-là. Et puis c'est une finance surtout qui a un certain nombre de principes qui sont très intéressants, et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'elle a été adoptée même par les pays occidentaux. Oui, on va y aller. Et donc c'est une finance qui s'appuie sur le fait, par exemple, qu'il doit y avoir des actifs tangibles adossés à n'importe quelle transaction financière. Donc c'est une finance qui est complètement connectée avec la réalité économique. C'est une finance également qui est dite éthique, qui s'interdit d'utiliser un certain nombre d'instruments financiers qui ont été utilisés pendant des siècles, notamment le taux d'intérêt. Mais également tout ce qui a un lien avec l'ambiguïté, donc le gharar, c'est ce qu'on appelle le gharar, l'incertitude ou l'ambiguïté, ou les déséquilibres qui peuvent avoir lieu, qui naissent des contrats de transactions financières qui donnent plus de poids ou plus de pouvoir à la banque au détriment des intérêts de ses clients. Et donc c'est une finance qui est dite éthique, qui repose principalement sur les fondements de la finance islamique. Oui. Alors, juste historiquement, ça veut dire que lorsqu'on parle de la finance islamique, ça coïncide avec la création de la Banque islamique de développement ou elle a précédé justement la création de cette banque? Alors il y avait des tentatives, il y avait même la première tentative de création de banque islamique a eu lieu au sens, disons, moderne du terme, a eu lieu en 1917 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et puis il y a eu une tentative en Algérie en 1928 qui a échoué,
À l'époque, c'était l'administration coloniale qui n'avait pas donc toléré que ce type de finance se développe. Et puis après, c'est surtout en Asie, donc au Pakistan, en Inde, où on a vu la naissance d'un certain nombre d'institutions financières qui fonctionnent selon les principes ou les préceptes de l'islam. Après, l'expérience la plus peut-être notable, c'est l'expérience malaisienne avec une institution qui est très connue à l'international, qui s'appelle Tabung Haji. C'est la Hajj Commission, donc la commission Hajj. C'est l'instance qui gère un peu le pèlerinage pour les Malaisiens, qui a mis en place une espèce de fonds d'épargne pour les candidats au pèlerinage. Et c'est une institution qui s'est très bien développée, pour après aboutir aux années 70, où les pays du Moyen-Orient ont commencé un peu à s'intéresser à ce type de finances. Ils ont commencé à créer des banques, et la banque la plus importante qui a vraiment donné, disons, un grand coup de pouce à cette industrie-là, c'est la Banque islamique de développement, justement, qui a été créée en 1974. Oui. Alors, on va revenir justement à cette Banque islamique de développement. Mais avant cela, le sujet d'aujourd'hui, c'est les assemblées annuelles 2025 qui se tiennent, comme je le disais, à Alger du 19 au 22 mai et qui sont sous le haut patronage du président de la République. Je vous propose de suivre ce sujet et puis de revenir en parler juste après. C'est un rendez-vous stratégique pour l'économie islamique. Alger accueille cette semaine les réunions annuelles 2025 du groupe de la Banque islamique de développement. Un événement majeur qui réunit plus de 2000 participants issus de 57 pays. Objectif, renforcer le rôle de la finance islamique dans le développement durable. La réunion annuelle de la Banque islamique de développement qui se tient en Algérie cette année est une occasion pour notre pays de prospecter donc les voies de développer davantage les relations économiques, commerciales et financières avec les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Il y a beaucoup d'opportunités d'échange, beaucoup d'opportunités d'investissement bilatéral et interpays musulmans, et cette réunion-là est une occasion pour essayer de renforcer davantage donc ces liens économiques entre les pays musulmans. Tout ça contribue donc à favoriser donc un développement économique durable, équitable, juste et soutenu. Pendant 4 jours, ministres, experts, partenaires financiers plancheront sur les leviers à activer pour bâtir un modèle économique résilient, solidaire et durable. Nous avons une participation donc, à travers nos membres donc, de représentants de secteurs bancaires, assurances et autres établissements. Et vu les thématiques d'actualité qui nous intéressent, nous allons donc, nous aurons aussi l'occasion donc de débattre et de proposer quelques suggestions à travers l'enrichissement des débats. Il y a le commerce entre ces pays-là qui est favorisé par les financements de la Banque islamique, mais également le financement des infrastructures, parce que la plupart de nos pays, qui sont des pays en voie de développement, manquent d'infrastructures. Nous avons des lacunes en termes d'infrastructures urbaines, d'infrastructures d'eau, d'assainissement, d'électrification, de routes, de communication, et également des infrastructures sanitaires, d'hôpitaux, etc. Donc tout ça fait partie des secteurs financés par la Banque islamique de développement. Donc moi j'ai commencé à fréquenter les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement à Alger en 2001. Donc aujourd'hui, après 24 ans, on peut faire le bilan. Et on voit que le bilan est vraiment colossal. Et la rencontre attire également les grands acteurs du secteur bancaire international. Plusieurs banques étrangères sont présentes pour évaluer les opportunités de partenariat et de cofinancement. Nous sommes très investis, très impliqués avec cette institution et toutes les institutions en découlant. C'est avec plaisir qu'on voit des partenaires, qu'on voit des amis, qu'on peut voir également des institutionnels, des banques. Et nous avons à cœur de développer justement tout ce qui est finance durable. Nos sociétés aujourd'hui sont à une phase charnière où elles doivent enclencher la dynamique de développement et d'émergence dans laquelle notre région et nos pays particulièrement aspirent, en y mettant tous les ingrédients nécessaires, aussi bien financiers, matériels que humains, qui permettront à nos pays d'accéder à ces objectifs. Pour nous, c'est un événement très fort
parce que d'une part, ça nous permet de rencontrer les dirigeants de la BID en une fois, ensemble, et puis aussi de côtoyer des partenaires ou des collègues ou des homologues et de pouvoir partager nos expériences et nos centres d'intérêt. Alors, de façon particulière, nous avons des besoins de financement importants. L'Afrique est un continent en croissance, c'est valable pour l'Algérie, c'est valable pour tous les autres pays africains, c'est un continent en forte croissance, donc il y a besoin de capitaux. L'Algérie, qui accueille ces réunions pour la 3e fois, affirme ainsi son ambition de devenir un acteur central de la finance islamique régionale. Cette 50e édition du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement marque un cap symbolique pour une institution fondée il y a tout juste un demi-siècle. Et au-delà des chiffres et des discours, c'est une vision partagée qui se dessine ici, celle d'un développement durable, inclusif et résolument tourné vers l'avenir. Voilà, sujet de Yamina Saïdi. Monsieur Soufi, l'importance d'un tel événement, la tenue de ces, justement, assemblées annuelles en Algérie. Déjà, en lui-même, l'événement, il est important à plus d'un titre, parce que la finance aujourd'hui islamique est devenue globale. Donc ce n'est plus la besogne de pays musulmans, mais c'est plutôt le monde entier qui s'intéresse. D'ailleurs, nous avons parlé dans les coulisses que, par exemple, après la grande crise financière de 2009, l'une peut-être des plus grandes financières au monde, si ce n'est donc la plus importante, Christine Lagarde, qui est directrice du FMI, commençait déjà à parler d'une autre alternative que celle de la finance islamique qui représente un meilleur atout pour surpasser justement ce genre de crise. Alors, nous sommes au 51e, je pense, session, la 51e d'Algérie, qui l'abrite donc pour la 3e fois, avait déjà mis ou jeté les jalons d'une finance islamique depuis aujourd'hui au moins 2 à 3 décades, avec des banques comme Baraka, comme Salama et autres aussi. L'université algérienne commençait à s'intéresser à la finance islamique. Moi-même, j'avais participé à des colloques internationaux à l'université de Blida 2012-2013, où j'ai pu donc avoir une idée assez conséquente et donc qui démontre l'importance de cette finance islamique. Et d'abord parce que elle intègre plus d'adhérents, parce que déjà nous, les Algériens, avaient déjà une réticence à aller vers la banque, vers les crédits bancaires, mais elle ne fait pas que dans le crédit bancaire, elle fait dans l'assurance, elle fait dans l'accompagnement, elle fait dans des différents domaines qui permettent aux partenaires d'être plus à l'aise, mais aussi aujourd'hui l'Algérie ne peut pas être à la marge de ce qui se fait à l'international, elle qui a mis l'économie en pole position. Et vous savez, la finance, c'est le nerf de la guerre à travers le monde. Pour la première fois dans l'histoire, la crise financière a engendré la crise économique et non le contraire, qui donc en 2018-19 et qui a mis à mal le monde entier, toute la finance mondiale et toute l'économie mondiale. C'est pourquoi aujourd'hui je pense que l'Algérie, que s'intéresser, que de s'ouvrir sur la finance islamique, il est plus que primordial, mais il est nécessaire pour le devenir de demain, un monde qui est en pleine transition. Et quand on parle de transition, elle n'est pas que dans ce qu'on appelle dans la relation internationale l'ordre mondial, car la finance détermine le devenir des États et les souverainetés économiques et politiques. Alors, M. Mazari, juste pour compléter ce que disait M. Soufi, quand on parle d'assemblée annuelle, ça sous-entend quoi au juste? Parce que nous, ça ne nous parle pas. Assemblée annuelle, oui. Alors, tout d'abord, il faut préciser que la Banque islamique de développement est une banque multilatérale. Donc, elle compte dans son capital
57 pays, dont l'Algérie, qui est d'ailleurs membre fondateur de cette initiative, laquelle initiative a été lancée par l'organisation de la conférence islamique. Donc c'est l'organisation qui regroupe un peu les pays musulmans. Et puis il y a un certain nombre d'organes de gouvernance statutaires du groupe Banque islamique de développement, parce que c'est un groupe. Il y a la Banque islamique de développement qui a 5 ou 6 filiales, dont un institut, une filiale ICD qui est spécialisée dans le secteur privé, une filiale qui est spécialisée dans le commerce international, une autre filiale qui est spécialisée dans l'assurance investissement et l'assurance donc export, et une autre filiale qui est un fonds de solidarité, un fonds de solidarité qui est destiné aux pays à faible revenu. Et puis il y a d'autres organisations, etc. Et donc par conséquent, donc, il y a des réunions des organes statutaires de la Banque islamique de développement qui se tiennent actuellement à Alger. Ils ont commencé aujourd'hui ce matin et ça va continuer pendant 3 ou 4 jours. Par ailleurs, et en marge de ces réunions statutaires, il y a un certain nombre d'événements, ce qu'on appelle en anglais side events. Donc il y a des ateliers, des panels, des présentations, des rencontres B2B ou des rencontres B2G. Voilà. Et c'est au cours de ces rencontres-là qui, à mon sens, sont beaucoup plus importantes pour l'Algérie que ce qui se passe à l'intérieur même de la banque, où vont se passer un certain nombre de choses, notamment des rencontres directes entre les opérateurs économiques et les institutions financières. Alors, Mohamed Achir, pourquoi le choix de l'Algérie, rappelant que ce n'est pas la première fois que l'Algérie organise un tel événement, puisque ça a déjà été fait en 1990, en 2001 et aujourd'hui. Je pense que c'est le seul pays, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qui organise pour la troisième. C'est le seul pays africain aussi. Je pense que je pense que c'est le seul. Il y a quand même, c'est-à-dire depuis quelques années d'abord, l'Algérie s'est engagée dans le développement de la finance islamique. C'est vrai que ça remonte un peu à 2 ou 3 décennies, déjà le début des années 90, mais depuis quelques années, notamment depuis le règlement du 15 mars 2020 de la Banque d'Algérie sur les opérations ça fait 5 ans, de banque de finance islamique, mais aussi l'intégration de cette finance entièrement dans la loi 2309, c'est la loi monétaire et bancaire. Et puis il y a eu aussi la loi de finances 2025 qui a intégré les soukouk. Donc je pense que l'Algérie a montré quand même une nouvelle voie plus dynamique en termes de développement de la finance islamique et de tous les produits de la finance islamique. Mais aussi ça montre que l'économie algérienne est une économie qui s'ouvre davantage, économie ouverte et qui s'est intégrée pleinement aussi dans l'économie internationale et l'économie régionale, mais aussi dans les institutions financières internationales, surtout les institutions multilatérales, les banques multilatérales. Donc cela, d'abord, il recèle un avantage très important pour notre pays, quand il y a une banque multilatérale qui organise ses assemblées en Algérie avec la participation de plus de 2000 personnes et plusieurs, M. Mazaré a expliqué un peu l'événement. Donc cela montre que l'Algérie est un pays attractif. Elle attire un peu toutes ces organisations internationales, surtout financières, sachant que surtout la finance, la Banque islamique de développement, c'est-à-dire elle a son plein pied dans la finance internationale, dans les marchés des capitaux. Donc tout ça montre quand même... Le fait, pardon Mohamed, le fait que l'Algérie soit un pays nord-africain, africain, méditerranéen, arabe, et puis voilà, un pays qui fait partie du monde musulman, puisqu'on fait partie de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, ça joue aussi? Ça joue, et puis l'Algérie aussi, elle a un rôle toujours dynamique en termes de coopération internationale, que ce soit la coopération régionale, la coopération internationale, et dans aussi les relations multilatérales, c'est-à-dire les relations avec les institutions, que ce soit financières, politiques, etc. Donc l'Algérie est un pays qui s'engage avec la coopération économique et la coopération même politique internationale. Choisir l'Algérie, donc ça donne d'abord ça donne la confiance pour, c'est-à-dire ces institutions internationales. C'est-à-dire quand on choisit un pays comme l'Algérie pour la 3e fois, donc cela montre que les politiques économiques de notre pays et même les politiques, c'est-à-dire la politique étrangère,
et s'inscrit pleinement dans le développement du multilatéralisme économique et notamment la mobilisation des finances, des financements nécessaires pour le développement. Et quand vous dites que l'Algérie est un pays africain, donc les Africains, qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui? C'est des financements, c'est des capitaux. Et donc il a cette dimension multilatérale donc, est nécessaire justement. Et l'Algérie ne fait que justement encourager toutes les initiatives visant à encourager surtout l'investissement dans les pays africains, que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle multilatérale. Alors, Monsieur Sofiane Mazari, je rappelle que vous êtes chef de division finance islamique au CPA et puis président de la commission finance islamique à l'ABEF, l'association des banques et établissements financiers. J'avais omis de vous présenter au départ. Alors j'ai une question à vous poser. Alors l'Algérie, paradoxalement, est un pays fondateur de la Banque islamique de développement. Et on s'y est mis à la finance islamique que depuis 5 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris tout ce temps-là pour nous mettre à la finance islamique? Alors bon, tout à fait. Effectivement, c'est un pays fondateur de la banque, d'une des plus grandes institutions de finance islamique au monde. Mais en réalité, la finance islamique existe depuis début des années 90 en Algérie. Seulement, c'était une finance, notamment l'activité bancaire, qui activait un peu sous le chapeau donc, de la réglementation classique. Oui. La réglementation bancaire ne reconnaissait pas la finance islamique comme étant une finance à part entière. Seulement, il y avait quand même des acteurs qui activaient sur le marché. Ce n'est qu'à partir de 2020, où il y a eu un règlement de la Banque centrale qui a un peu repris un peu la définition déjà des opérations, la qualification, la spécificité qui un peu clarifié les choses, notamment pour les citoyens. Hein, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été suivi en 2023 par des articles qui sont repris dans la loi bancaire et monétaire où l'on définit clairement, où on parle clairement de banque islamique comme étant une institution bancaire et de produits de banque islamique, etc., etc. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier également que même le développement de la finance islamique, vous savez, mi des années 70, c'était que le démarrage de cette industrie-là, notamment dans le monde bancaire. C'est à partir de 83-84 où on a commencé à parler de Tekaful, donc de l'assurance islamique. Et puis ce n'est qu'en 2001, la Malaisie avait innové un peu en termes de papier financier où ils ont commencé à émettre des sukuk. Donc c'est une industrie qui est très très jeune, qui évolue. Et l'avantage peut-être de venir un peu, disons, en retard, c'est qu'on va profiter de l'expérience de notre pays. Et c'est ce qui est intéressant. Et pour preuve, c'est qu'en l'espace de 4 ou 5 années, si on observe un peu toutes les modifications sur le plan légal et réglementaire pour accompagner un peu le développement de la finance islamique en Algérie, c'est des réformes qui ont été faites pendant peut-être 50 ans dans d'autres pays. Et ça, ce qui est intéressant, donc il y avait une accélération qui était due au fait que l'on a pris le temps pour bénéficier de l'expérience capitalisée par les autres banques. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et puis, je reviens sur la Banque islamique de développement. Il ne faut pas oublier également que c'est une banque qui fait la promotion de la finance islamique au sein des banques, ou plutôt des pays qui sont membres. Et nous faisons partie de ces pays-là. Et nous avons déjà eu des relations avec la Banque islamique de développement. Je reviens également sur une autre question par rapport au choix de l'Algérie. Je rappelle tout de même que Alger, comme vous l'avez dit, donc c'est un pays méditerranéen, c'est un pays africain, un pays de l'Afrique du Nord, un pays qui a pays de la Ligue arabe, de l'Organisation de la Conférence islamique, et c'est surtout parmi les axes stratégiques de la Banque islamique de développement, c'est la coopération sud-sud. C'est le développement durable, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité énergétique, etc. Et nous sommes parfaitement, disons, alignés sur le principe avec les lignes directrices de financement de la Banque islamique de développement.
Alors, M. Soufi, lorsqu'on parle cet événement, rappelons-le, est sous le haut patronage du président de la République. C'est un signe pour cette institution et ses pays membres de l'implication effective, justement, des hautes autorités de ce pays? Moi, je dirais que, donc, d'après ce que j'espère ne pas dire de bêtises, que il y a 15 ans, la finance islamique représentait quelques 2%, je pense, des échanges, alors qu'aujourd'hui, elle est autour de 23%. En Algérie? En Algérie. En Algérie, il y a 5 ans, ça ne dépassait pas les 1%. Donc on est à 23%. C'est ce que j'ai repris comme chiffre. Donc, j'ai lu. Alors, regardez, l'Algérie est un pays qui s'ouvre donc à l'investissement et à l'économie. Donc il représente donc une partie assez intéressante dans ce domaine-là. La loi algérienne a été adaptée pour qu'il y ait des investissements, et donc il y en a eu des investissements, et il va y avoir. La Banque islamique, donc, qui commence à trouver son territoire, elle ne s'intéresse pas que peut-être au financement traditionnel, bien au contraire, elle va dans le sens vers ce qu'on appelle les développements futuristes, tels que tout ce qui a trait à la technologie et autres. Voilà. On va y arriver. Donc, non, mais c'est important pour dire que déjà l'Algérie, elle représente un socle assez intéressant et un marché assez important pour la finance mondiale. Donc, étant membre fondateur, et on a vu que la finance commençait à prendre son bonhomme de chemin en Algérie d'une façon exponentielle, il est tout à fait normal que l'ordre de la Banque islamique s'intéresse de plus près à l'Algérie, parce que non seulement elle-même, elle représente un moyen de développement financier assez important, mais aussi elle est la porte vers l'Afrique, elle qui s'ouvre à travers la dorsale africaine, avec la fibre, avec le projet de la ZLECAF et bien d'autres projets qui permettent à la finance islamique de s'établir d'une façon permanente, définitive, et surtout qu'elle offre ce qu'on appelle toujours le gagnant-gagnant. Donc c'est cette importance pour la finance islamique et pour l'Algérie. Donc je dirais que l'intérêt est mutuel et double, partant de ce principe-là. Alors lorsqu'on parle justement, Mohamed, de la Banque islamique de développement, alors on a de banques, on parle d'argent là et de capital et tout. On a le D de développement et on a le I islamique. Ce n'est pas n'importe quelle banque, c'est dire qu'il y a des valeurs sur lesquelles elle repose justement cette banque et qui fait un peu sa force. Tout à fait. Déjà, quand on dit le développement, cela veut dire que... C'est l'être humain qui est au centre des préoccupations de cette banque. Oui. Ouais. Le développement, il a une dimension qui dépasse même la croissance. Oui. C'est la dimension totale, humaine, une dimension sociale, et qui est basée sur la justice sociale aussi, c'est le développement national aussi, le développement des infrastructures, le bien-être. Donc c'est pas si quand on parle de développement, le financement des opérations de développement, des projets de développement, donc il ne se limite pas seulement à l'exigence même rentable. C'est-à-dire il y a une conciliation entre une rentabilité... C'est pas que pécunier. Voilà, c'est ça, une rentabilité... C'est une alternative de l'éthique. Donc une exigence aussi sur le plan de retombées sociales, de retombées environnementales, de l'amélioration du niveau de vie des populations, développement local. Donc c'est toute une dimension. D'ailleurs, généralement, les banques de développement financent davantage des infrastructures pour rattraper le niveau de développement dans certains pays, pour améliorer les services publics, pour créer une attractivité économique aussi. Les infrastructures contribuent directement à l'attractivité économique, mais aussi des services publics quand même qualitatifs comme l'éducation, la santé. Donc, voilà un peu la dimension. Et justement, à la différence un peu des fonds d'investissement, parce qu'on a des fonds d'investissement islamiques et des fonds souverains, etc., les banques, la banque de développement
développement, comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale aussi. Donc ils sont pas dans une approche spéculative en termes de financement, mais dans une approche d'investissement durable. Donc c'est cette dimension-là. Et d'ailleurs, je pense que même les thématiques qui seront abordées dans cet événement sont liées davantage sur plusieurs questions qui sont liées à la dimension du développement durable aussi, aux autonomies stratégiques des pays, même l'agriculture. Alors vous me tendez la perche justement, Mohamed, pour me tourner vers vous, Monsieur Mazari. Si on devait prendre le degré d'importance de cette rencontre, en chiffres, on dirait quoi? Il y a combien de participants? Quelles sont les organisations qui y participent justement? Et qu'est-ce qu'il y a au programme de ces rencontres? Alors, il va y avoir peut-être entre 2000 et 3000 participants. Voilà. Il va y avoir également, on s'attend à ce qu'il y ait la signature de plus de 300 mots de conventions, de contrats, de partenariats, etc. Et il va y avoir une... Ces conventions, elles concernent l'Algérie ou... Alors, il se peut qu'il y ait des mémorandums d'entente entre des institutions algériennes avec la Banque islamique de développement, entre l'État algérien avec la Banque islamique de développement, mais également entre des opérateurs économiques des pays membres, même si l'Algérie n'est pas partie prenante peut-être de ces contrats-là, mais c'est dans l'ensemble vraiment où il peut y avoir une banque turque qui va signer une convention avec un opérateur malaisien. C'est envisageable. Voilà. Et donc c'est l'occasion justement d'effectuer cet échange-là et de nouer des partenariats qui vont se développer à partir d'Alger. C'est ça l'idée. Alors en termes de panels, d'ateliers, il va y avoir entre 30 et 35 à peu près ateliers ou panels qui vont se décliner pendant les 4 jours. Et là, tout ça, c'est en dehors ou en marge des réunions, disons, statutaires et officielles de la Banque islamique de développement. Il y en a, aujourd'hui, il y en a eu 6 ou 7. Demain, il va y en avoir encore plus, etc., etc. Alors ça, c'est quelques chiffres par rapport à... il va y avoir également... Là, on va attendre un peu la fin de cet événement pour connaître les montants. Parce que toutes les conventions qui vont être signées, etc., vont être chiffrées. Mais en tout cas, dans les éditions qui ont précédé, la dernière c'était au Pakistan et avant dans d'autres pays, etc., ça se chiffrait en milliards de dollars. Donc c'était plusieurs dizaines de milliards de dollars de promesses d'investissement, de partenariats, de garanties, de lignes de financement qui vont être mises en place, etc. Alors... rappelons que le slogan des assemblées annuelles 2025, celles qui se tiennent à Alger, est diversifier l'économie, enrichir la vie. C'est bien ça, M. Mazari? Tout à fait. On entend quoi par ce slogan, M. Soufi? Déjà, on revient justement à cette dimension... Bien sûr. Ne serait-ce que pour nous, ici en Algérie. Donc, nous avons décidé, je dirais, du décideur, en Algérie ou des décideurs, on a décidé d'abord de diversifier l'économie nationale, donc ne plus être à la dépendance de... Et justement, il y a un alignement entre... Très bien. Ensuite, aussi, à la dépendance d'une finance administrative, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, pendant longtemps, l'Algérie a été ligotée, ou a eu les mains ligotées, donc ne pouvait pas prétendre à une économie meilleure. Aujourd'hui, en s'ouvrant sur de nouveaux marchés, surtout Sud-Sud, l'expérience a démontré que l'urgence d'un développement dans le secteur financier est plus qu'important, il est primordial et il est névralgique. Une condition sine qua non. La finance doit accompagner l'économie nationale qui veut donc justement aller vers le Sud. Ensuite, et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, cette finance islamique qui a pris donc son envol et qui se chiffre autour, je pense, de 3 000 milliards. Plus de 4 500 milliards. Voilà, 4 500 milliards de dollars dans le monde, pour dire l'importance de cette finance, et qui est essentiellement aujourd'hui financée par les pays du Golfe, par la Grande-Bretagne, par la Malaisie, par donc des acteurs très très influents dans le domaine de la finance. Heureusement que ce sont aussi des partenaires pour l'Algérie à travers lesquels on peut s'ouvrir davantage sur donc cette finance, mais surtout voir plus large
Donc l'investissement en Algérie est assez ouvert. Beaucoup de domaines où l'Algérie prévoit se développer. La finance islamique, je pense que c'est une excellente alternative parce qu'elle est transparente. D'ailleurs, si le monde va vers ce type de finance... C'est un gage de confiance, la transparence. Parce que la réglementation a mis du temps à se mettre, je pense, en place. Vous me contrediriez, mais maintenant elle est là et que l'ensemble des pays qui adhèrent et qui vont adhérer vont en profiter parce que c'est une finance qui est une alternative à la finance classique et qui permet donc maintenant aux pays du monde d'y adhérer davantage. L'Algérie, c'est tant mieux qu'elle soit pays fondateur, qu'elle en tire profit à travers des contrats, et elle peut aussi être pivot dans ce monde-là, puisque non seulement on est membre, mais on est membre actif. Très bien. Alors, l'Algérie, vu que ça fait à peine 5 ans, c'est très court comme laps de temps, a beaucoup à apprendre de ses partenaires, vu leur expertise et tout. Mais elle a aussi des choses à apporter, M. Mazali. Tout à fait. C'est vrai, très humblement, on a une expérience qui est très intéressante en Algérie, qui peut être partagée avec nos partenaires, donc des pays membres de la Banque islamique de développement, et nous sommes également preneurs des expériences qui ont réussi, notamment de certains pays qui ont démontré vraiment leur capacité à développer cette industrie-là. Et d'ailleurs, il y a tout à l'heure, je parlais de cette célérité ou cette vitesse avec laquelle nous avons déployé tout un écosystème, donc toute une batterie de textes, etc., qui a permis un peu de faire émerger cette industrie en Algérie, parce il n'y avait que 2 acteurs. Actuellement, nous sommes 12 acteurs bancaires qui proposent des produits de finance islamique. Nous sommes à peu près autour de 1800 agences bancaires qui sont implantées dans tout le territoire national, dont plus de 900 proposent des produits de finance islamique également. Donc il y a cette propagation de ce type de finance, et il y a également cette capacité à mettre en place très rapidement des produits, et ça c'est une première pour l'Algérie. Et également ce potentiel d'innovation en termes de structuration financière où cette finance peut mettre en place n'importe quel produit de financement pour accompagner les besoins des opérateurs économiques ou même des individus et de professionnels. Et c'est ce qui est intéressant un peu dans cette démarche-là. Alors, je parlais justement du slogan des assemblées annuelles cette année, diversifier l'économie, enrichir la vie. C'est un peu, on le disait tout à l'heure, il y a un alignement entre la politique algérienne dans ce domaine et puis les objectifs justement de la Banque islamique de développement. Que peut attendre l'Algérie de cette banque, notamment pour des projets d'envergure tels que le rail, le secteur minier, le secteur de l'agriculture, M. Haché? Oui, justement, l'Algérie est engagée depuis quelques années activement dans la diversification économique et surtout dans la construction des autonomies stratégiques dans certains secteurs comme l'agriculture, l'eau, le dessalement, le dessalement, ainsi que des infrastructures aussi de transport ferroviaire, par exemple, avec les chemins de fer, mais aussi l'exploitation des ressources minières telles que le phosphate, le zinc, le fer, la billette. Donc c'est des grands projets d'envergure qui contribuent à la diversification de l'économie algérienne, mais aussi dans certains secteurs de l'agriculture aussi. On est même dans la transformation agroalimentaire, avec par exemple l'huile de table, dans le sucre aussi. Donc il y a quand même une intégration c'est-à-dire progressive de toute la chaîne de valeur dans l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, mais aussi dans l'industrie. Il y a des objectifs d'atteindre jusqu'à 12% de PIB, de la participation du secteur industriel dans le PIB. Donc toute cette politique de diversification, que ce soit dans le secteur agricole, industriel, mais aussi dans les services, nécessite justement des financements.
Donc la finance, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Hein, donc il faut des financements. Mais aussi, ces financements aujourd'hui, il ne faut pas compter seulement sur les crédits de trésor public. Donc il faut quand même réduire la pression sur le trésor public et chercher justement des moyens innovants de financement, même de ces infrastructures. Et surtout quand il s'agit des infrastructures commerciales, c'est-à-dire génératrices de revenus, comme la construction, par exemple, d'un aéroport. Donc on peut le financer par des obligations. Bon, pas les obligations, mais les sukuk, par exemple, islamiques, les sukuk souverains peuvent être des solutions pour financer des infrastructures économiques, des infrastructures de base. Et puis aussi, quand on a 13 700 projets d'investissement au niveau de l'API, l'Agence algérienne de la promotion d'investissement, donc aussi ces projets nécessiteront des financements. Donc il faut diversifier le maximum des sources de financement. Et la finance islamique, c'est l'une des sources importantes de financement. Sachant que l'Algérie, d'abord, si on prend le contexte algérien, donc le rapport de la Banque d'Algérie, déjà, que c'est juillet 2024, est donné un chiffre de 8200 milliards de dinars de circulation de monnaie fiduciaire hors circuit bancaire. Donc maintenant, avec la finance islamique, les guichets ou les banques, donc ça va contribuer justement à cette bancarisation, cette inclusion. Et ça va être quand même, disons, cours important à mobiliser pour financer la diversification de l'économie, financer les besoins, financer des entreprises. Donc voilà, c'est tout un écosystème, comme disait M. Mazaré, à mettre en place, mais aussi l'enjeu le plus important, et il est là dans cet événement, c'est de s'ouvrir. On l'a toujours dit, notre système financier doit s'ouvrir davantage à l'international, l'intégration de notre système financier international. Donc, mobiliser des financements, mais en termes d'infrastructures au niveau des banques islamiques de développement, les banques africaines de développement. Et d'ailleurs, on contribue dans ces banques, on est actionnaire. Donc, il faut en bénéficier de ça. Donc, voilà un peu, c'est tout cet écosystème qu'il faut encourager. Et la finance islamique, elle a montré un peu, c'est-à-dire, elle a montré ses points positifs, surtout en termes de stabilité. Stabilité bancaire, donc c'est un système stable et qui est totalement relié à la sphère réelle, c'est-à-dire à l'investissement productif. Très bien. Alors, Monsieur Soufi, justement, parler de ces projets d'envergure. Hein. L'un des motifs, justement, qui pousserait peut-être la Banque islamique de développement à financer ces projets, c'est son impact, hein, puisque rappelons que ce sont de gros projets et que leur impact dépasse le cadre national et peut être régional, voire même continental parfois. Moi, je dis que la perspective algérienne, c'est de regarder vers le sud. Et donc, pour aller vers le sud, il faudrait avoir une économie intégrée, assez développée, qui permet d'abord l'autosuffisance, ensuite aller conquérir de nouveaux marchés. Pour ce faire, on a besoin de finances. C'est tant mieux, parce que le climat d'investissement doit être sain et doit être de confiance. La Banque islamique propose justement un climat de confiance et qui permet aux différents opérateurs donc de pouvoir investir, qu'ils soient étatiques ou privés, nationaux ou étrangers. Et si donc on s'ouvre sur la Banque islamique donc, et le financement islamique, c'est que les projets en Algérie, d'abord, ont démontré, donc il y a beaucoup de projets de particuliers qui ont réussi, mais qui n'ont pas la chaîne, qui ne sont pas assez gros pour aller vers l'étranger. Ils ont besoin de plus de finances pour se développer. La finance islamique, donc, elle peut jouer un rôle important. Ensuite, donc, comme le disait aussi M. Hachir, on ne peut pas compter que sur le denier public national, donc le trésor national. Là, l'investissement direct ou indirect pourrait être un autre jalon de cette projection stratégique de l'économie nationale qui se veut aussi
un pivot économique en Afrique et non pas seulement un pays qui se développe économiquement. Alors vous faites très bien de parler justement des particuliers, puisque j'avais une question pour M. Mazari sur le rôle que doit jouer le secteur privé. Il y a, si mes informations sont bonnes, un forum qui va se tenir pour justement le secteur privé et qui a pour nom Forum Thiqa, confiance, c'est bien ça. Alors c'est une chance justement pour nos opérateurs privés pour y participer et espérer pourquoi pas décrocher des marchés à l'international. Tout à fait, et puis ce qui est très intéressant dans ce forum, qui est une initiative donc, du groupe Banque Islamique, c'est que ça regroupe l'ensemble des filiales de la banque, donc ICD, ITFC, IEC, etc. Et donc c'est une espèce de plateforme où les opérateurs économiques vont avoir, disons, accès à l'ensemble des services qui sont offerts par la Banque islamique de développement. Par ailleurs, ce forum attire également les opérateurs économiques privés et même publics, mais surtout privés, des autres pays membres de la Banque islamique de développement. Et par conséquent, ce forum qui va être ouvert pendant 2 ou 3 jours ici à Alger, on verra donc la présence d'opérateurs économiques de 56 autres pays, mais également des opérateurs économiques algériens. D'ailleurs, ils avaient même organisé un roadshow il y a à peu près un mois de cela, avec la CACI, donc la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, et c'était pour un peu, disons, exposer ou présenter les mécanismes d'intervention de la Banque islamique de développement. Et lors de ce forum-là, donc même à Alger, il va y avoir des conventions de partenariat qui vont être signées avec l'initiative Thiqa, donc le groupe Banque islamique de développement, et certains organismes algériens, mais également des organisations patronales, des syndicats d'opérateurs économiques, etc., avec des institutions financières via le forum Thiqa ou directement en bilatéral. Très bien. Alors, on arrive pratiquement à la fin de l'émission, mais avant cela, Monsieur Achir, il y a bien sûr des défis que l'on connaît et auxquels sont confrontés beaucoup de pays qui font partie justement de la Banque islamique de développement, à savoir l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire. Mais il y a également, comme le soulignait tout à l'heure M. Soufi, de nouveaux défis, les défis d'aujourd'hui, ceux de l'innovation, de la digitalisation, des énergies renouvelables. La Banque islamique de développement a aussi un rôle à jouer dans ce domaine. Oui, bien sûr, d'autant plus que déjà vous savez, la pratique de la finance islamique est une pratique basée davantage sur le principe de financement participatif. Le financement participatif, c'est le même principe qui guide le capital investissement, le capital risque. C'est toute une industrie. Et quand on parle de capital investissement, donc c'est des financements par prise de participation dans des projets innovants, dans des start-up, et dans des projets aussi à haute valeur ajoutée, d'envergure. Donc la finance islamique réellement qui a ce principe. C'est-à-dire, on peut dire que se sont inspirés de ce principe de la finance islamique en termes de prise de participation et l'ont développé, ils ont construit toute une industrie aujourd'hui qui s'appelle le capital investissement et le capital risque aussi, comme partie de financement de la phase création et croissance. Donc aujourd'hui, justement, ce mode de financement qui est responsable, la finance islamique, qui est fondamentalement une finance responsable, est une finance aussi qui, j'ai dit tout à l'heure, qui est liée directement à la sphère réelle, c'est-à-dire au projet. Ce n'est pas une finance spéculative. Ce n'est pas une finance, c'est-à-dire qui se base seulement sur une rentabilité sans pour autant respecter l'impact social et l'impact environnemental et l'impact aussi en termes de développement. Donc aujourd'hui, l'Algérie justement, qui est dans la phase de développement surtout d'un écosystème aussi des startups, nécessite des modes de financement innovants. Donc une banque islamique, elle peut créer aussi sa propre société de capital risque captive et qui va toujours respecter les préceptes de la charia, c'est-à-dire de la finance islamique. Donc je pense la Banque islamique de développement surtout, et d'autant plus que vous l'avez cité tout à l'heure, que dans cet événement, donc il place un peu la coopération sud-sud au centre.
Donc il a tout intérêt justement à se tourner vers... participer à réduire un peu cette fracture technologique parce que c'est des défis très importants. On a vu un peu maintenant des fonds d'investissement, mais il y a un monopole en termes, et un monopole en tout cas, qui est politique aussi, au niveau des enjeux internationaux, en termes de financement de l'intelligence artificielle. C'est toujours les grands qui mobilisent les fonds. Donc, mais les Africains, par exemple, on peut trouver des gisements d'idées innovantes et de start-up dans des universités, mais sans financement adéquat. Et pour développer justement l'intelligence artificielle, par exemple, on a besoin des milliards et des milliards de dollars, donc des montants très importants. Donc les banques comme la BID, donc la Banque islamique de développement, il peut justement s'engager dans ces financements des projets futurs, des projets innovants. Monsieur Mazari, presque pour conclure, on l'avait dit, la finance islamique séduit, elle a fait ses preuves, notamment dans les différentes crises financières qu'a connues le monde, peut-être même lors de la crise du Covid aussi, les pays qui ont adopté la finance islamique ont été moins impactés que d'autres. Vous l'aviez même dit, même des gens qui ne sont pas musulmans, donc indépendamment de la croyance religieuse, qui adoptent cette finance. Quel est l'avenir de la finance islamique dans le monde, monsieur Mazari? Alors tout à fait, vous l'avez dit, c'est une finance d'abord qui est éthique et c'est une finance qui a un lien avec l'humain. Oui, qui est bien concret dans l'économie réelle. Dans l'économie réelle et qui s'adresse à... C'est une finance, c'est une espèce de finance universelle qui s'adresse à toute l'humanité. Donc vous allez dans certains pays, dans les banques islamiques, on retrouve près du quart ou même du tiers des clients qui ne sont pas musulmans. Et ce qui est intéressant dans cette finance-là, c'est les mécanismes de financement, cette transparence, cette éthique dans les affaires. Et par conséquent, elle commence à être adoptée par l'ensemble des pays musulmans déjà, ça règle pas mal de problèmes. Et puis au-delà de cette conformité charaïque qui est une ligne rouge, donc c'est une finance qui doit être conforme charaïquement, il y a également un apport, une valeur ajoutée qui est mise sur la table et qui commence à être appréciée, qui offre une capacité de résilience très intéressante pour les pays qui ont des banques islamiques. Ça a été démontré lors des différentes crises, Covid, subprime, etc. Et par conséquent, c'est une finance qui peut gagner encore plus de terrain. Elle a enregistré à l'international des taux de croissance qui sont très importants, des taux de croissance à 2 chiffres pendant une vingtaine d'années. En Algérie, nous avons également un taux de croissance qui est très important de ce segment-là. Et dans les années prochaines, le défi pour l'Algérie, peut-être et même à l'international, mais surtout pour l'Algérie, c'est que nous sommes arrivés à une étape où il y a une espèce de maturité de cette finance et elle doit franchir un nouveau pas pour avoir une contribution beaucoup plus importante dans le financement de l'économie. Et ça, c'est très intéressant. Et tout à l'heure, nous avons parlé de Sukuk. Cet instrument pourrait permettre de diversifier les sources de financement des dépenses de l'État, des investissements notamment en termes d'infrastructures ou d'équipements publics. Ça serait très intéressant d'utiliser ça, mais ça peut être également un instrument qui peut aider les entreprises à lever des fonds pour financer leurs investissements. Et donc, par conséquent, l'élargissement de cet espace de finance islamique pour atteindre des segments qui n'ont pas encore été touchés d'une manière très convenable, pour aider le pays à se développer, et c'est ce qui se passe également dans d'autres pays musulmans ou même non musulmans. On peut attendre beaucoup donc de ces assemblées annuelles qui se tiennent, je le rappelle, qui ont commencé aujourd'hui, qui se poursuivent jusqu'au 22 mai. C'est bien ça, Monsieur Soufi. Si vous deviez conclure, vous diriez quoi justement sur la finance islamique, vraiment très rapidement, Monsieur Soufi? Moi, je dis que c'est une alternative à la finance traditionnelle, et que c'est un excellent moyen à travers lequel on peut financer justement tous nos projets, notamment dans le domaine des infrastructures de base. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous avions avec nous M. Sofiane Mazari, chef division finance islamique au CPA et président de la commission finance islamique à l'ABEF, l'association des banques et établissements financiers. Nous avions également avec nous M. Abdelkader Soufi, notre consultant, et puis Mohamed Hachi.
Bachir, l'autre consultant de Canal Algérie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir veillé avec nous ce soir, nous avons apporté tous ces éclaircissements. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.